Le fonctionnement du cerveau. Comment le cerveau fonctionne-t-il? Mieux le comprendre permet de mieux comprendre nos comportements, plus précisément lorsque des personnes sont soumises à des traumatismes violents. En premier lieu, repérons ces trois parties distinctes. Le plus ancien se situe au niveau du tronc cérébral. C'est le cerveau reptilien. Il est le centre de nos comportements primaires et assure nos besoins vitaux. Respirer, manger, dormir. Il crée le lien entre le cerveau et le corps. Au-dessus se situe le cerveau limbique. Il comporte trois parties à retenir: l'amygdale, l'hippocampe et le thalamus. Il est le centre des émotions, de la mémoire à long terme et fait partie du processus de décision. Il communique ses résultats aux deux autres cerveaux. Enfin, on trouve le néocortex et ses lobes préfrontaux. C'est le cerveau qui pense, qui est le centre du raisonnement, de la compréhension, de la logique, de la conscience. Il s'occupe de traiter des données rationnelles et de partager ses conclusions avec les deux autres cerveaux. Ainsi, à chaque cerveau correspondent des tâches bien spécifiques. La survie et les comportements archaïques dépendent du cerveau reptilien. La mémoire, les émotions proviennent du cerveau limbique. Enfin, l'intelligence, la créativité, la communication proviennent du cortex. Comment fonctionne le cerveau en situation normale? Le cerveau reçoit des informations venant de l'intérieur et de l'extérieur du corps. Ces informations sont traitées par différentes zones du cerveau. Elles se trouvent tout d'abord dans le thalamus, où elles sont élaborées en une histoire cohérente, ayant un début, une fin et qui s'inscrit dans le temps. Cette histoire va ensuite être aiguillée dans deux autres zones pour y être traitée. Tout d'abord vers le cortex et ses lobes préfrontaux, où elle va être traitée, décortiquée, analysée. Le raisonnement permet d'y réfléchir et de pouvoir en parler. Puis vers l'amygdale, dans le cerveau limbique. Elle va mesurer la dangerosité de cette information en la comparant au stock déjà mémorisé par l'hippocampe. Le traitement de l'ensemble de ces informations va générer un comportement adapté à la situation. Comment fonctionne le cerveau en situation de danger? En situation de danger, le fonctionnement du cerveau est différent. Le thalamus, normalement sollicité, ne transmet plus les informations au cortex préfrontal. Cette voie de traitement est jugée trop longue, trop lente, parce que fine et complexe et ne répond plus aux impératifs urgents de la situation. Elle est donc désactivée et ne contrôle plus rien. La personne n'a plus accès à sa pensée, ne peut plus fuir, ni communiquer, ni crier. On dit alors qu'elle est sidérée. L'intégralité du signal se dirige donc vers l'amygdale, qui analyse le danger et déclenche une production d'hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Elle s'active pour préparer la fuite, mais la personne étant sidérée, elle n'est plus en état de se défendre. Elle est en stress absolu, comme si elle allait mourir. Sans plus aucun contrôle, la production d'hormones s'affole au risque d'altérer le système cardiovasculaire et le système neurologique et de produire la mort. Il se produit alors un mécanisme exceptionnel de sauvegarde. Le cerveau libère des substances chimiques de morphine et de kétamine qui ont pour but de faire disjoncter le rôle de l'amygdale. Ce court-circuit permet donc un arrêt immédiat de la production d'hormones du stress. À ce moment-là, la personne devient déconnectée de ses émotions. Elle ne ressent plus rien. Ceci lui donne un sentiment d'irréalité face à cette situation. C'est ce que l'on appelle la dissociation. Cette dissociation permet à la personne de rester en vie, mais crée également des conséquences néfastes. L'amygdale isolée ne transmet pas le traumatisme vers l'hippocampe. Il n'est donc ni traité ni analysé. On ne peut pas l'intégrer en mémoire autobiographique. Tout reste piégé dans l'amygdale cérébrale. De ce fait, à chaque fois que la personne recroise un environnement similaire au traumatisme, un lieu, une odeur, un bruit, le souvenir brut de l'agression réapparaît. Un profond mal-être ou même des crises de panique envahissent la personne. C'est ce que l'on appelle le stress post-traumatique. Les conséquences directes d'un traumatisme sur le cerveau. Le fonctionnement du cerveau en situation de stress permet donc de mieux comprendre une personne venant de subir un stress intense.
On retrouve le plus souvent l'absence ou la mauvaise mémorisation consciente des faits. La personne victime n'a pas d'histoire à raconter. Elle ne sait qu'en partie ce qu'il s'est réellement passé. On retrouve également l'absence ou la mauvaise chronologie des émotions et des sensations. Rappelez-vous, en temps normal, c'est le thalamus qui rythme l'histoire avec un début et une fin. Dans la situation d'un traumatisme, le thalamus est bloqué, la souffrance devient intemporelle. On ne peut pas la rapprocher à une histoire. L'ère du langage est atteinte. La personne se trouve en grande difficulté à parler de ce qui lui est arrivé. Le traumatisme laisse inévitablement des séquelles. À nous d'accueillir le recueil de paroles avec bienveillance et une meilleure compréhension de la situation.